Je crois qu'il y a un lien entre les informations du bioscanner et les hallucinations. Elles sont les signes manifestes d'une réaction défensive, une sorte de système immunitaire. Je n'ai pas de temps à perdre avec tout ça. Vous devez m'écouter. Écoutez quoi? Ce vaisseau spatial réagit à notre présence et les réactions s'intensifient, comme s'il essayait de faire ressurgir une énergie vitale inconnue. Vous essayez de me dire que ce vaisseau est vivant? Vous vouliez qu'on vous éclaire. C'est la seule réponse que j'ai. Non, ce que je veux, lieutenant, c'est survivre aux 10 heures qui suivent. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film digne de mention, ou pas, des annales du cinéma. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue en 2047. Aujourd'hui, on parle de Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, sorti en 1997 et réalisé par Paul W.S. Anderson, avec Lawrence Fishburne, Sam Neill, Joely Richardson, Kathleen Quinlan, Richard T. Jones, Jack Noseworthy, Jason Isaacs et Sean Pertwee. Je suis Mathieu, et avant de commencer le podcast, voulez-vous du café? Alors, bienvenue au podcast. Cette semaine, on couvre un film là, de 1997 qui est comme peut-être rendu un film culte. Un film que j'ai vu une couple de fois, que je me suis procuré en Blu-ray il y a une couple d'années. Puis c'est un film que j'aime ça revisiter une fois de temps en temps, que j'avais vu à l'époque, je pense à super écran. Puis je veux dire, ça m'avait comme collé un peu. Je veux dire, c'est un film que j'ai gardé, que je suivi, comme j'ai dit, je l'ai acheté comme par hasard le même. C'est pas un film que je suis bien attaché à ce film-là, mais je me suis dit, ça faisait une couple de fois que pour des raisons là, quelconques, je voyais passer là, sur le feed Facebook, et puis je me suis dit, peut-être que ce serait le temps un peu de revisiter. Puis je pense qu'en plus, ils ont sorti là, dernièrement là, une nouvelle version de Scream Factory, fait que ça a juste comme un petit peu mousser un peu l'idée là, de parler de ça aujourd'hui. C'est toujours ce que j'essaie de faire, justement, là, de parler là, d'une couple là, de films d'un peu partout, là, pas juste de parler de franchise. Là, fait que je me suis dit, ça va faire un petit break là, de Mad Max, même si j'ai juste fait un film de Mad Max pour l'instant, mais ça va suivre là, pas mal dans les prochaines semaines. Là, suite au film là, de la planète des singes, puis Ghostbusters aussi. Là, fait que je fais quasiment juste les franchises là, depuis 2-3 mois. Là, fait que je me suis dit, bon, on va casser ça un petit peu avec un film. Puis dans le fond, j'avais laissé l'opportunité là, de faire King Kong là, avec le nouveau là, avec Godzilla, là, King Kong X Godzilla, là, quelque chose de même. Fait que c'est ça, je me suis dit, je pouvais pas le faire avec Christophe finalement, fait que on va remettre ça à plus tard, là, probablement quand ça va être la sortie Blu-ray éventuellement, avec le film là, de Godzilla Minus One que j'ai pas couvert, là, mais que je veux aussi faire avec Christophe, fait que ça va aller plus tard au courant de l'année. Fait que je suis tombé sur le film là, Event Horizon. Je me suis dit ça me tentait de faire plus quelque chose qui touche l'horreur. Puis c'est ça. Fait que j'ai juste regardé au travers de toute ma bibliothèque de films. Puis je me suis dit on va tomber là-dessus ça, en même temps. Ça serait comme tout bien placé pour parler de ce film-là. Je savais qu'un jour je voulais en parler de ce film-là de toute façon. Fait que ce film-là, dans le fond, réalisé par Paul W.S. Anderson, que j'ai déjà parlé au podcast, notamment pour le film là, de Mortal Kombat, que si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis un grand fan de Mortal Kombat. Puis que aussi, je suis un fan aussi de Resident Evil, fait que sûrement que Resident Evil, éventuellement, là, que lui a réalisé, là, je vais probablement en parler éventuellement là, au podcast. Puis c'est ça, fait que lui, le réalisateur, après avoir fait le film de Mortal Kombat là, de 95, avait le choix de soit continuer à faire la suite de Mortal Kombat, ce que j'aurais peut-être aimé qu'il fasse, si vous avez juste à retourner en arrière dans les archives du podcast, vous savez qu'est-ce que j'ai à penser de ce film-là, puis probablement que vous aussi, vous pensez la même affaire.
Mais il y avait le choix aussi de faire le film de X-Men, de faire Alien 4. Je savais pas que ça va tomber sur son bureau à lui. Puis c'est ça. Fait que il a choisi là, finalement là, de faire un autre film. Il voulait casser un peu qu'est-ce qu'il avait fait avec le film de Mortal Kombat, qui était un film PG-13. Et il voulait faire un film un petit peu plus gore, un petit peu plus plus mature que le film de Mortal Kombat. Fait que, dans le fond, il a reçu là, ce script-là là, par Paramount. Paramount, faut noter aussi que c'est la maison de Star Trek. Fait que, il va avoir une couple de choses là, que ça va jouer là-dedans en tant que tel, là, pour le côté, surtout pour les attentes là, des studios qui veulent faire une aventure dans l'espace. Ben, ils s'attendent peut-être à plus quelque chose là. Ils savaient qu'ils voulaient un film un petit peu plus gore, mais que, en tout cas, le film, là, dans le fond, a sorti, quand ils ont fait tout leur montage initial, ben, ils ont fait une coupure du film là, qui durait 2h10 ou 130 minutes, si vous préférez. Et finalement, ben, c'est ça, le monde de Paramount, ben, ils ont dit ben, c'est un peu trop long, il y a trop de gore. Puis ils ont fait là, des screen tests. Fait que ils ont coupé beaucoup du film. Le problème avec le film, c'est que ils voulaient avoir ce film. Ben, il y avait le film Titanic là, qui est sorti en 1997, qui devait sortir en été. Et que M. Cameron avait demandé est-ce que finalement on repousse le film, ou il a dit carrément je repousse mon film. Là. Je pense que c'est plus ça qui a dû arriver. Fait que Paramount a fait comme bon, ben ok, on a besoin de quelque chose là, qui va sortir là, en milieu d'été. Fait que il faut faire ça, mettons, n'importe quel film, là, mais on va tomber sur ce film-là là, réalisé par Paul W.S. Anderson. Et que finalement, ben, il n'y aura pas grand temps de production. C'est normalement là, comme t'as un certain temps pour. Je pense que le film, ils vont l'avoir monté quelque chose comme en 10 semaines ou 10 mois plutôt. Là, mais c'est beaucoup là, pour tous les effets spéciaux puis toutes les affaires. Là, fait que le temps était beaucoup compressé. Fait que là, ils ont une méga coupure du film. M. Anderson et son équipe doivent arriver puis recouper le film, là, dans le fond, puis qu'il soit un petit peu moins gore, un petit peu plus commercial, mettons. Fait qu'ils vont couper, puis selon M. Anderson, ben, il va peut-être avoir coupé 10 minutes de trop. Puis, on va en parler là, pendant le film. Là, est-ce que ces 10 minutes-là seraient peut-être cruciales au film? Le film a finalement mal été reçu. C'est dans le fond les critiques et le monde qui ont vu le film, mais il y a eu quand même un reboost de popularité là, quand il est arrivé en DVD. Il y a eu des bonnes écoutes, puis ou en VHS là, à l'époque. Là, fait que du coup, on avait voulu sortir là, cette Extended Cut, mais le Extended Cut, dans le fond, tous les fichiers ou toutes les bobines de film avaient été mal sauvegardées ou quelque chose de même. Puis finalement, ben, on a perdu beaucoup d'affaires. Et puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, tout l'Extended Cut n'existe plus, supposément. Ou qu'il y a une version VHS à quelque part là, d'un des producteurs, mais en tout cas, ça reste flou un petit peu comme idée. Peut-être que ça va se voir le jour ou pas, là, mais ça serait juste une copie là, VHS. Fait que c'est moindre qualité. Mais bon, si on regarde le coffret là, de Scream Factory qui ont sorti là, de Friday the 13 il y a une couple d'années, là, il y avait des scènes supprimées là, pour le Vendredi 13 2. Puis qu'on a sorti ça, on a sorti juste les scènes coupées. Là. En tout cas, moi, ça ne m'aurait pas dérangé d'avoir la version VHS de pied de qualité, mais voir le montage initial, voir ce que ça aurait donné. Là. Puis peut-être même pour le film aujourd'hui, mais bon. On parlera là, de ça aujourd'hui, là, si mettons ça vaut vraiment là, la peine ou quelque chose de même, là, si mettons ça pourrait donner quelque chose. Mais c'est ça, le film, là, éventuellement, ben, c'est ça, je pense qu'on va appeler ça plus un film culte là, qui est devenu, puis il y a eu quand même, là, c'est pas une réévaluation, peut-être, là, c'est pas un Blade Runner, c'est pas l'effroyable chose, The Thing, là, si vous préférez, là, mais ça reste que le film a été comme un peu réévalué par la suite. Le film s'appelait là, initialement là, The Stars My Destination. On a changé ça pour Event Horizon, là, qui est une
Dans le fond, le trou noir, là, puis en tout cas, ça mêle tout ça ensemble. Là, je sais pas exactement c'est quelle partie, là, mais en tout cas, c'était le working title qu'on appelle. Là. Puis c'est ça. Puis on va remarquer que l'histoire est pas mal aussi là, une recréation. Dans le fond, science-fiction, on fait souvent ça. On a une histoire réelle, puis après ça, on la transpose dans un autre contexte. Là. Puis on avait le USS Eldridge, là, qui était un navire là, qui était perdu là, dans les années 50, puis qu'il aurait été retrouvé plus tard, puis tout l'équipage là, a viré fou par la suite, ou quelque chose en même. Là, en tout cas, fait que ça a beaucoup inspiré aussi. Ben, on suppose que c'est inspiré, peut-être, là, mais à quelque part aussi, il y a une conspiration gouvernementale qui est soupçonnée, là, dans le fond, où ce que on dirait que peut-être que le monde là, de cette conspiration-là dise, ou le monde dise que c'est une conspiration gouvernementale pour essayer là, de cacher toute cette histoire-là, que dans le fond, c'est une conspiration gouvernementale. Là, en tout cas. Fait que, tu sais, je sais pas, je le jette là-dedans, là, honnêtement, là, je m'en fous un peu, là, mais c'est quelque chose qui est quand même arrivé, puis qu'on a fait ça, là, on fait peut-être juste une version là, d'espace ou science-fiction de cette histoire-là. Alors, selon IMDb, l'histoire va comme suit. Une équipe de secours mène une enquête sur un vaisseau spatial disparu dans un trou noir et qui en est revenu, avec quelqu'un ou quelque chose à bord. Fait que, en bout de ligne, on va parler, là, ça va être un vaisseau hanté, puis où ce que, dans le fond, là, ça va faire montrer là, les peurs des gens ou plus des remords, puis tu sais, fait que dans le fond, c'est pas mal de faire face aux peurs et des affaires de même là, que certains personnages vont devoir faire ou accepter leur passé. C'est pas mal une histoire basique là-dessus. Il n'y a pas grosse thématique, là, mais peut-être là, la séduction là, du je veux pas dire le fruit défendu, mais je veux dire des choses qu'on doit pas faire, mettons. C'est peut-être ça, là, on va y aller un petit peu là-dessus. Je suis certain que la version 130 minutes doit avoir beaucoup plus de ça, puis doit avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Là, on s'entend, là, c'est 35 minutes de moins. Là, c'est énorme. Là. Tu peux pas avoir là, de mur à mur 35 minutes de gore là, qui a été coupé. Là, c'est impossible. Là, tout simplement, là, c'est sûr qu'il y a de l'histoire qui doit être coupé là, astronomiquement là, en 35 minutes de film. Mais c'est ça, hein, à la base, là, c'est plus une histoire là, de maison hantée. Le réalisateur venait de, juste après avoir écouté avoir film Mortal Kombat, il venait d'écouter là, The Shining, The Haunting, là, un film de Robert Wise, réalisateur là, du premier film de Star Trek, là, si mettons on peut replacer ça. Là. En tout cas, c'est réalisateur du film là, de 1963, là, The Haunting, qui était une adaptation là, de The Haunting on Haunted Hill, quelque chose de même. Puis c'est ça, puis The Shining. Fait que, tu sais, on a comme tout mélangé ça ensemble aussi. Là, en tout cas, ça va s'inspirer beaucoup là, de ces trois films-là là, pour faire le film d'aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit tantôt, moi, ce film-là, je l'ai vu quand il est arrivé à Super Écran. Peut-être que je l'avais loué aussi. Là, c'est une possibilité. Là. En tout cas, je me rappelle de l'avoir vu une couple de fois là, initialement là, à Super Écran là, dans le temps. Mais c'est ça. C'est un film que j'ai revu peut-être. Je vais être rendu à peu près là, à ma 6-7e écoute, peut-être, là, au courant de toutes les années. Là. Supposant que je l'ai vu peut-être 2-3 fois rendu à Super Écran. Là, les films passaient en boucle. Là. Aujourd'hui, je pense que Super Écran, là, il y a 4 canaux. Là, genre, tu peux switcher le film. Mais dans le temps, ça passait une fois. Puis après ça, il repassait genre 3 heures plus tard. Il la repassait. Puis 2 jours plus tard, il la repassait. Mais c'était juste le seul et unique poste de Super Écran. Là. Mais en tout cas, fait que, souvent, quand on voyait les films là, plusieurs fois là, dans une semaine ou dans tout le mois là, le film passait. Là.
Fait que le film il commence avec le générique, dans le fond, là, où on voit toutes les. Le générique, quoi, là, on a la musique là, de Michael Kamen, que c'est lui qui va faire la musique dans tout le film, mais il va être en collaboration avec le duo Orbital. Orbital avait joué, il avait fait une chanson là, dans la trame sonore là, de Mortal Kombat. Puis ça va faire quand même une trame sonore assez intéressante. Je sais pas si, mettons, le générique puis la fin fit avec le film, là, parce que c'est plus techno un peu, là, mais pour le restant du film, c'est correct. Puis d'après moi, c'est plus la collaboration là, avec Orbital. Parce qu'il y a comme un peu une déconnexion un peu avec, je trouve, le thème, la musique du film, là, ou même la manière que tout le film est apporté. Mais ça fait très Mortal Kombat, honnêtement, là, en écoutant la trame. Je pense qu'ils ont apparu aussi sur la trame sonore là, de la Matrice aussi, que j'ai parlé là, il y a une couple d'années. Là. Mais c'est ça, en tout cas, la trame, pour se caler pendant le film, ça va, mais ce qu'on a en début, non, la fin, c'est le groupe Prodigy, là, avant qu'ils deviennent célèbres, là, il avait soumissionné une chanson. Mais je trouve qu'il y a comme un peu une déconnexion côté musical, en fait, de générique ou de tune thème, là, en tout cas, dans cette partie-là. Mais pendant le film, là, la musique là, de M. Kamen, je sais pas si j'ai besoin vraiment d'introduction. Là, il a fait la musique là, de Die Hard, le premier X-Men, justement, qu'il devait. Que M. Anderson là, a failli réaliser. Une couple de films là, que j'ai parlé, là, mais même d'autres choses que j'ai pas parlé. Puis, si maintenant vous êtes fan de Metallica, je pense que j'en ai parlé là, une couple de fois, là, mais si vous êtes fan de Metallica, c'est lui qui a orchestré là, le premier album live musical là, avec les symphonies, là, S&M, là, qui est sorti peut-être 2 ans après ça. Là, fait que c'est juste un peu là, des connexions, savoir un peu qui est là à la musique aujourd'hui. Fait que on nous montre ça, le générique, là, ça fait un peu Star Trek, Superman ou n'importe quoi, là, je veux dire, des nuages, puis toutes sortes là, de distorsions, là, puis en tout cas, fait que c'est correct là, comme introduction, là, je trouve qu'il manque de ça un peu aujourd'hui, là, dans le fond, là, de juste de générique d'ouverture, là, je trouve à cette heure, on rentre trop vite là, dans un film. Là, en tout cas, c'est juste la manière qu'on faisait ça, les films avant. Puis aujourd'hui, on nous rentre dans le film. Là, puis généralement, quasiment pas de générique, pas de tout thème, bien sûr. Puis on met juste les noms en bas à cette heure là, qui apparaissent un peu là, dans toute l'introduction du film. Là, mais c'est correct. Là, j'aime bien embarquer là, dans le film. Puis, c'est sûr que ça nous place là, dans l'époque. C'est comme ça. Fait qu'on nous place tout de suite le contexte où en 2015, on avait colonisé la Lune. En 2032, on commençait à miner sur Mars, puis en 2040, on commençait là, à faire du Star Trek, puis commençait à se promener là, partout là, dans la galaxie. On avait commencé ça. Puis là, on se ramasse là, quelques années après ça, parce qu'en 2040, c'est ça, il y a eu l'événement aussi qui ont perdu le vaisseau là, du Event Horizon. Je me dis, là, c'est sûr qu'on a déjà dépassé là, la colonisation de la Lune, puis on approche là, à grands pas le 2032 là, pour miner Mars. C'est peut-être une possibilité, peut-être qu'on va se ramasser là, sur Mars d'un côté. Là, on a déjà envoyé là, des drones, là, des satellites, là, mais est-ce que d'ici là, 8 ans, là, si mettons on va avoir quelque chose sur Mars, là, c'est sûr qu'eux autres, là, c'était 35 ans dans le futur. Fait que c'est la technologie avancée, tout ça. Bon, c'est une possibilité. Là. C'est sûr qu'ils ont changé ça. Là. Ils se donnaient à peu près là, de 97 à 2015. Ils se donnaient un petit peu moins de 20 ans pour commencer à dire qu'ils s'en allaient sur la Lune, tout ça. On était déjà allé sur la Lune en 69, puis en tout cas, peut-être qu'on planifiait, là, mais c'est juste une question de contexte. Est-ce qu'il aurait pu placer ça peut-être là, 50 ans plus tard de ça? Je pense que ça aurait eu plus de sens, mais quand j'ai parlé là, du reboot de La Planète des Singes là, il y a quelques semaines, c'est un peu ça aussi, là, les dates, là, ils concordent pas. C'est moins exagéré que le reboot de La Planète des Singes, je pense que c'était en
2029, je pense qu'on était dans une autre galaxie ou quelque chose en même là. En tout cas, je vois juste là, de mémoire, là, mais ça n'a juste pas de sens. Sinon, c'était pas en 2021 là, ou quelque chose en même là, en tout cas. Fait qu'on a l'introduction là, du personnage là, de Weir, le Dr. Weir là, qui est joué là, par le Dr. Grant de Jurassic Park, là, Sam Neill. Sam Neill, à cette époque-là, bien sûr, je connaissais Jurassic Park. J'ai peut-être vu aussi là, l'autre film là, de In the Mouth of Madness là, de John Carpenter, mais je veux dire, en tant que tel, il n'y a pas grand d'autres films que je l'ai vu dedans. Là. En tout cas, toute la franchise Jurassic Park, bien sûr. J'ai parlé, je pense, juste de ça là, au podcast. Puis ça va probablement être tous les films que je viens de nommer. Ça va probablement être ça que je vais parler de lui. Mais dans la rétrospective là, de John Carpenter, éventuellement. Là. Mais lui, ce personnage-là, ce que je peux comprendre, c'est qu'il a perdu sa femme il y a une couple d'années parce que dans le fond, il travaillait trop, puis elle s'est suicidée à cause de ça. Et que, je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est ce que je suis capable de comprendre du film. Puis, c'est ça, quelque part, lui, il veut comme, je sais pas pourquoi, avec... c'est son obsession peut-être sur le vaisseau en tant que tel, là, de faire le Event Horizon pour pouvoir, il va expliquer là, comment il a construit le vaisseau, puis avec la théorie là, de plier l'espace, puis dans le fond, du déplacement. Fait que là-dedans, elle s'est sentie comme, je sais pas, elle se sentait plus... En tout cas, son couple, là, il a pas marché, quelque chose de même. En tout cas, fait que lui, il se sent coupable de ça, mais pourquoi qu'il est là pour retrouver l'Event Horizon, c'est pas très clair, parce qu'en même temps, c'est ça, tu sais, il va y avoir des hallucinations envers elle. Tu sais, avec la fin du film, est-ce qu'il est déjà hanté par le Event Horizon? Y est-tu déjà allé avant ou quelque chose de même? Y est-tu connecté avec? C'est pas très clair. Des fois, là, j'écoutais le commentaire du réalisateur pendant ma deuxième écoute, puis ils disent qu'ils ont rajouté un peu des petits peurs un peu partout là, pendant le film, juste pour comme un peu rehausser là, l'horreur du film, mais je sais pas si des fois ça joue à l'avantage du film, puis est-ce qu'on se gratte la tête encore plus pour comprendre où est-ce qu'on est. En tout cas, au début, là, je pense qu'il est juste hanté, là, dans le fond, là, par les pensées là, de sa femme. Est-ce qu'il est comme déjà possédé au fond, quelque chose de même? C'est-tu lui qui amène, comme tu sais, c'est comme lui, il est tel atome, puis l'autre, l'Event Horizon, quand il va là, dans le vortex, puis que, tu sais, il est peut-être pas juste... il marche peut-être avec, là, tout simplement, là, mais de l'autre équipage que lui il s'est fait une fois qu'il a passé là, au travers de l'enfer, quelque chose de même, là, qui a tout été possédé. Ça fait juste poser des questions, honnêtement, qui n'ont pas de sens. Il faut comprendre qu'il est hanté, mais c'est parce qu'en même temps, il a comme les mêmes visions où sa femme elle a pas Dieu, puis des affaires de même, puis bien avant qu'il soit sur l'Event Horizon. Fait que c'est toutes des affaires de même un petit peu que ça n'a juste pas de sens. Tu sais, ça aurait été après, ok, mais au début du film, ça se tient pas. Fait que lui, dans le fond, il est sur le Lewis and Clark, qui sont des explorateurs. C'est un hommage à des explorateurs, je pense, là, aucun rapport avec Superman, là, je crois bien, mais qui devait être le show de télé là, à cette époque-là où qui terminait, du coup, mais bon. Mais je trouve juste ça drôle pareil. C'était un gros show à l'époque, même si la 4e saison a planté. Là, mais je garde ça pour ma discussion là, dans Krypton Smallville. Mais c'est ça. Fait que sont en orbite alentour de la Terre. Dans le fond, il est sur une base spatiale. Ça a l'air que le plan qu'on voit la Terre en arrière, tout ça, là, c'est genre un tiers du budget. Là, ça a coûté une somme astronomique. Là. D'après moi, c'est une manière de parler, là, parce que je pense pas qu'on peut avoir dépensé autant que ça juste pour une scène. Là, parce que, dans le fond, tout le visuel là, du
du film. Là. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Tu sais, oui, il y a beaucoup d'affaires un peu faites en l'informatique. Il y a des affaires que même, j'ai écouté le commentaire audio, que M. Anderson n'aimait pas. Tu sais, dans le fond, où on voit le vaisseau des fois, puis il tourne, tout ça. Il y a comme un plan étrange un peu. Celui-là, je vais le donner. Là, mais pour la globalité, même le travail informatique, tout, j'ai pas vraiment de problème. Je trouve qu'il est quand même assez bien réussi. La première personne qu'on a embauchée pour le film, là, c'est Monsieur Adrian Bridle, que lui, le cinématographe, c'est vraiment la première personne qui sont allés chercher. Lui, il a photographié Alien 1 et Alien 2, ou Aliens, puis Alien, si vous préférez. Puis, tu sais, ça va paraître un peu là, dans l'esthétique. Là. Je comprends que lui il est en arrière de la caméra, c'est pas lui qui fait la production, là, mais je trouve que, ou l'esthétique, ou les décors, tu sais, tout ça, ou ce qu'on a filmé là, sur les studios Pinewood, là, dans le fond, où ce qu'on filme les James Bond, là, tu sais, on avait besoin de quelque chose de méga, mais je trouve que l'esthétique est très Nostromo là, de Alien, puis c'est un peu similaire aussi dans Aliens. En tout cas, je trouve que ça va bien avec. Là. Tu sais, à cette époque-là, on commençait peut-être un peu à essayer là, de faire une différente approche. Là, tu sais, un petit peu moins. Si on regarde là, les deux premiers Aliens, sont très. C'est très. C'est sûr que c'est des films là, de fin 70, début 80, là, mais tu sais, l'esthétique est toujours un petit peu plus rustique. Puis. Tu sais, quand on fait les films d'aujourd'hui, comme, tu sais, je suis en train là, de réécouter là, les derniers Star Wars, là, le sequel, la trilogie là, des sequels, là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté, là, mais je pense depuis ma rétrospective, mais chose que je remarque, c'est qu'ils reviennent un petit peu à l'esthétique qu'on avait là, dans ces temps-là, là. Puis c'est pareil pour Star Wars, où ce que l'esthétique était plus, c'est sûr, rustique, je pense pas que c'est le bon mot, là, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Puis ce que je remarque, c'est que c'est une esthétique assez similaire. C'est comme, j'ai l'impression qu'on pourrait arriver, là, puis se ramasser là, dans 150 ans. Je me rappelle plus exactement là, les années là, pour Alien, mais qu'on aurait pas mal la même affaire là, plusieurs années plus tard. C'est beaucoup, quasiment dans le même univers. Là, en tout cas, je trouve côté esthétique, là, je trouve que c'est très similaire. Mais c'est ça en tout cas, puis c'est quelque chose que j'aime bien dans tout le film, là, c'est tout le côté cet aspect-là, que tu sais, on n'essaye pas d'être trop ambitieux, d'essayer de faire qu'est-ce que George Lucas dans le fond il était sur le point de faire là, avec l'épisode 1 là, 2 années plus tard là, de comment enlever tout ce genre d'esthétique-là, puis essayer là, de le peaufiner, là, puis d'essayer de faire ça super futuristique, mais en bout de ligne que, en tout cas, ça marchera pas vraiment là, pour Monsieur Lucas, là, tant qu'à moi, mais je trouve que l'esthétique qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose là, que j'aime bien. Là. Ça n'a pas viré, là, bien sûr, là, de tout au tout, là, comme esthétique. Là, on a Star Trek Enterprise là, qui je pense, c'est en 2005, là, puis qui a une esthétique assez similaire à ça, mais j'aime l'esthétique aujourd'hui. C'est tout simplement pour dire ça. On est introduit au personnage là, de Miller, qui est joué là, par Lawrence Fishburne. Le personnage de Stark, qui est joué par Jolie Richardson. On a aussi Peters, personnage là, de Kathleen Quinlan. Cooper, Justin, DJ, Smith. Dans le fond, on a 8 personnages là, qu'on va suivre principalement. Là. Il y a quelques caméos, mais il y a genre il y a 13 personnes embauchées là, pour apparaître en face là, de la caméra là, aujourd'hui. Là. C'est quand même assez restreint, mais c'est correct en tant que tel. Puis, tu sais, tout l'équipage, là, dans le fond, les 7 de l'équipage, là, en bout de ligne, tu sais, je sais pas. Je trouve qu'il y a une manière de tout assez rapidement de toutes les reconnaître. Toutes ils ont un peu leur distinction. Il y en a un que c'est le médical, il y en a un que c'est la technologie, il y en a un que c'est pilote, l'autre c'est le copilote. Des affaires de même. En tout cas, c'est assez simple un peu de comprendre. C'est sûr que sont tous un petit peu là, des hommes à tout faire aussi. Là. Ils peuvent faire un peu tout. Puis c'est normal. Là, ils sont sur un vaisseau. Puis ce que je comprenne, là, ils doivent avoir quand même là, des habilités un peu là, pour pouvoir se remplacer s'il y a des fois il y a quelque chose, des affaires de même. Là. Mais c'est ça, fait que
je pourrais commencer à parler de tout le monde, là, mais en tant que tel, là, j'aime pas mal tout l'équipage. Je trouve qu'ils ont de l'air quand même assez réels. Sur le plateau, par contre, ils ont eu beaucoup là, de difficultés. Ça a été quand même beaucoup de pression. C'est sûr que il y a le temps compressé. Puis, il y a toutes les choses là, plus tard qui vont se faire mettre là, les prothèses, des affaires de même. Là, ça a irrité beaucoup là, de les acteurs à la longue. Ça fait beaucoup de tension un peu parce que c'est toute la pression, puis toutes les choses qui doivent avancer, tout ça. Puis, en tout cas, ça brûle les acteurs, fait que ils deviennent plus à fleur de peau, tout ça. Fait que ça a joué un peu là, sur le tout ensemble. C'est beaucoup aussi la pression du studio qui pousse aussi parce que ça doit sortir en peu de temps, tout ça. Puis c'est tout ça ensemble là, qui fait que même en arrière de la caméra, en avant, tout ça, ça pousse dans tous les sens. Mais pour le général, je trouve que ça paraît pas à l'écran en bout de ligne. Ils font chacun leur job, là, sont très professionnels. Mais que c'est ça. En tout cas, en tant que tel, là, je pense qu'on a trouvé un bon casting pour trouver un casting réel qui, eux autres, dans le fond, tous les personnages là, sont sur le point de revenir sur Terre, mais c'est ça, ils sont appelés là, à revenir, dans le fond, de faire une mission avant de retourner sur Terre. Là. Il y a, c'est ça, tous les acteurs là-dedans, dans le fond, là, étaient comme chargés là, de trouver l'histoire de leur personnage, pourquoi ils étaient là, des affaires de même. Puis il y en a qui s'étaient un peu là, des situations qu'ils vivaient, comme le personnage là, de Peters, elle, c'était c'est ce qu'elle vivait un peu avec son garçon, là, dans le fond, qu'elle pouvait pas le voir, des affaires de même. Là, on a un personnage là, aussi là, je pense que c'est DJ, dans le fond, qu'il est joué là, par Jason Isaacs. Je me trompe peut-être là, avec un autre, là, le personnage là, de Smith. C'est un ou l'autre, là, dans le fond, là, qui ont comme leur historique de personnage. Là, c'est leur frère là, qui était dans l'armée, quelque chose de même. Là. Fait que, c'est toutes des petites affaires de même. Le personnage de Stark, elle, dans le fond, était écrit pour être un homme au début. Puis finalement, c'est ça. On l'a changé là, pour une femme là, quand Madame Richardson est arrivée là, pour auditionner. Puis c'est correct en tant que tel. Je trouve que tout le monde est quand même là, ils font leur travail puis sont assez distincts pour qu'on comprenne là, qu'est-ce qu'ils ont. Puis on lui donne quand même quelques secondes chacun. Ça paraît pas beaucoup, mais dans un film, des fois, là, juste de comprendre qu'est-ce qu'ils sont, c'est quoi les motivations, tout ça, on va quand même passer sur pas mal tous les personnages pour tout nous expliquer ça. Puis je trouve que on donne juste assez. Il y a des personnages qu'on n'a pas besoin de beaucoup. Puis c'est correct en bout de ligne. Là, on a bien fait ça. On n'a pas besoin de plus de ça. Je comprends que peut-être dans la version 35 minutes, là, peut-être qu'on aurait un petit peu plus des affaires de même. Là, mais on est bien correct là, avec qu'est-ce qu'on a. On a besoin de savoir un peu c'est qui notre principal. Puis où est-ce qu'on s'en va. On a Sam Neill tantôt, le Dr. Weir. Puis Miller, bien sûr, Lawrence Fishburne, là, que je parlais une couple de fois là, au podcast. Puis je veux dire, dans le fond, que j'ai pas besoin de présenter. Là, je veux dire, c'est le charisme. Puis on sait, je veux dire que c'est lui là, qui est le personnage principal, c'est ça. Je veux dire, comment que ça va aller. Puis il y a un bout que je me dis, je regarde le film, ça fait quand même un bon bout là, que j'avais écouté le film. Puis je pensais que c'était Stark qui devenait peut-être le principal ou pas, mais c'était-tu elle? Puis oui, elle va survivre à la toute fin, mais on va regarder tous les autres personnages, puis on se dit, n'importe qui peut arriver puis être des survivants à la fin de toute cette histoire-là. Puis c'est quelque chose que, je vais dire tout de suite, c'est quelque chose que je trouve le fun, parce que souvent t'arrives puis tu vois tous les personnages, tu te dis, bon, ok, c'est beau, lui, elle, eux autres, ils vont tous mourir d'ici la fin du film, puis je suis pas trop sûr pour le film d'aujourd'hui. Je me dis, bon, ok, il me semble qu'elle a survécu, peut-être que lui, mais je suis pas trop sûr. Puis je trouve qu'ils vont avoir bien joué le carte là, juste en les présentant puis qu'on comprenne rapidement
qui sont. Puis, tu sais, ils ont quasiment pas plus. Il y a pas de personnages qui ont vraiment plus que d'autres là, au courant du film. Maintenant qu'on a tous fait connaissance, j'ai une petite question à poser. Allez-y. Qu'est-ce qu'on est venu foutre aussi loin de tout? Peut-être que le gentil docteur aura la bonté de nous le dire. Merci. Avant tout, je voudrais dire combien j'apprécie l'occasion qui m'est donnée de faire ce voyage. Docteur, avec je vous suis et- sûr que vous appréciez beaucoup d'être ici, mais autant que vous le sachiez, nous non. On nous a supprimé une permission bien méritée pour nous envoyer sur l'orbite de Neptune et nous nous retrouvons à 3 milliards de kilomètres de l'avant-poste le plus proche. La dernière fois que notre état-major a tenté un sauvetage aussi loin dans l'espace, les 2 vaisseaux ont été portés disparus. Alors si ça ne vous fait rien. Bien. Voilà. Ce que je vais maintenant vous révéler est classé top secret par l'Agence nationale de sécurité. Le CAA a intercepté dans l'espace un message radio provenant d'un corps en orbite autour de Neptune. La fréquence d'émission du message s'est révélée être celle de l'Event Horizon. Fait que, dans le fond, on a le Dr. Wire qui il explique, dans le fond, c'est quoi la mission top secrète, là, dans le fond, qui sont à la rescousse là, pour retrouver le Event Horizon qui a été perdu dans l'espace. Puis, c'est ça, il explique là, toute sa théorie là, dans le fond, comment que ce vaisseau-là fonctionne pour se déplacer en pliant l'espace. Puis, tu sais, je me dis, est-ce qu'il devait dire ça à l'époque? Là? C'est sûr qu'aujourd'hui, ben, on comprend ça peut-être un peu plus, mais tu sais, si on retourne dans le temps, ben, il y avait Star Trek à la télé, il y a Star Wars, comme j'ai parlé, puis n'importe quoi d'autre, là, de choses spatiales, puis c'est une théorie que je sais pas quand est-ce qu'elle date, mais c'est pour n'importe qui, ben, je pense qu'il fallait l'expliquer. Je pense que même Interstellaire là, de 2014, je pense, là, ils vont vraiment exploiter là, cette théorie-là à fond. Là. Mais en tout cas, oubliez ça. Là, pour ma part, je suis pas astronome. Là, en tout cas, je suis pas très fort là-dessus. Là, en tout cas. Mais je peux comprendre, c'est ça. Comme il explique, là, ils peuvent plier l'espace, puis juste. En tout cas, je sais pas comment on peut faire ça. Là, je veux dire, j'aimerais bien avoir un char qui peut plier, puis je veux dire, juste me ramasser là, au pays où il n'y a pas de météo qui monte puis qui descend, là, tout ça. Là, fait qu'en tout cas, il doit y avoir une manière là, de voyager là même. Là, en tout cas, je comprends juste pas comment ça fonctionne, là, mais. Fait qu'ils ont retrouvé là, le Event Horizon là, alentour là, de la planète Neptune, puis que dans le fond, c'est là où qu'on va se diriger. On va arriver sur avoir finalement là, le Event Horizon. Là, on va passer là, dans l'atmosphère. T'sais, il est pas. Il est en orbite, là, mais quand même, là, où les nuages, tout ça, là, il n'est pas trop élevé, là, il n'est pas dans l'espace, qui est quand même intéressant un peu là, comme visuellement de choisir ça. Pour avoir vraiment un vaisseau qui est perdu dans l'espace, il est comme dans l'atmosphère de la planète. Le vaisseau, dans le fond, du Event Horizon, on s'est basé là, sur la cathédrale de Notre-Dame. Puis, on a comme pris la cathédrale, on l'a embarqué dans l'ordinateur, on l'a digitalisé, puis on a comme un peu refait les affaires, là, mais, est basé là-dessus, là, sur sa forme. Puis, il faut marquer qu'il est. Je trouve ça drôle, par contre, qu'on n'en parle pas. On parle de l'enfer, tout ça. Là, dans le film aujourd'hui, c'est vrai, je pense que j'ai vu un commentaire quelque part où c'est en écoutant le commentaire audio, finalement. On le fait juste comme de passage, mais il est fait comme une croix. Ben, cathédrale, c'est sûr qu'il est fait en croix dans la boutique, là, mais le vaisseau, je veux dire, on peut garder la croix de n'importe quel sens, la croix inversée ou pas. Et c'est ça, à quelque part. Ça a l'air que sur la maquette, il y a un X-Wing, mais honnêtement, je le vois pas. Je pense que j'ai déjà vu, à quelque part, on me l'a déjà montré. Mais quand j'écoute le film, là, je veux dire, c'est sûr que je l'ai pas regardé au ralenti pendant 1 heure pour essayer de décortiquer là, chaque image, là, mais je sais pas où ce qu'il est. On me dit qu'il est alentour de l'antenne, mais je ne vois pas le X-Wing. En tout cas, si vous le voyez, je serais curieux. Là, ben, j'ai même fait une recherche Google pour voir si quelqu'un avait pris l'image du X-Wing, où ce qu'il est placé. C'est marqué en plus là, dans les notes que je lisais, il est là complètement. Je comprends que si on pris une antenne, quelque chose de même, c'est autre chose, mais en tout cas, celle avec un X-Wing, si vous avez 2 secondes puis que vous savez exactement où regarder, là, ben, je vous invite à me le montrer, là, ce qu'il est, ce fameux X-Wing.
Puis c'est ça, fait que dans le fond, c'est ça, tout le vaisseau en tant que tel, là, bon, il a de l'air de. Il est tout fait tenter. C'est une forme un petit peu là, comme un X-Wing en bout de ligne, ou d'un vaisseau Klingon, ou en tout cas, je veux dire, moi en tout cas, j'ai plus un vaisseau Klingon dans ma tête, là, plus où ce qu'on a comme le long corridor, puis une grosse boule au bout, là, mais du coup, ça c'est moi en tant que fan de Star Trek, là. Mais sinon, le vaisseau, il a l'air d'un vaisseau très fonctionnel. Ils vont, je sais pas, amérer, ou c'est pas amérer dans le fond, là, c'est aéré, je sais pas comment on va dire ça, là, parce que dans le fond, là, on va avoir, ils vont se brancher là, à un des ports du vaisseau, le port 13, là, je veux dire, pour la malchance. Mais techniquement, c'est l'équipage, ils sont 7, puis ils s'en vont sur le corridor 13. En tout cas, le chiffre chanceux, puis comme le chiffre malchanceux, là, c'est ça. Andy Weir, pas compté de l'équipage, il faut comprendre. Je dis Andy Weir, je suis même pas sûr s'il s'appelle de même, là. Non, je pense que c'est un auteur, ça. En tout cas, fait que. Mais le personnage là, de Sam Neill. Fait que il rentre là, dans le Event Horizon, puis il n'y a pas de gravité. Ça a l'air qu'on avait pensé là, pendant tout le script là, était fait là, pour que les personnages là, ou les acteurs se promènent là, dans comme sans gravité, là, avec des harnais tout le long. T'sais, on a fait beaucoup de scènes quand même au début, là, le temps qu'ils réinstaurent là, le champ gravitationnel, mettons, là, dans le vaisseau, mais ça a l'air que tout le film était déjà écrit comme ça, mais c'est une question pratique, puis c'était très long là, à filmer, puis dans le fond, le temps de production là, qui est écourté qu'il y avait, fait qu'ils ont dû comme trouver un peu une solution rapide là, pour arrêter ça. Puis je trouve que ça a du sens à quelque part, là, commencer à avoir tout le temps là, les personnages là, en train de voler un peu partout. Là, c'est correct à quelque part là, que finalement là, ils ont le bottes magnétiques, puis qui vont comme ça. Là, c'est un côté que c'est de l'argent quasiment gaspillé, puis du temps, que dans le fond ça aurait fait peut-être un film encore plus incomplet, là, parce qu'on n'aurait pas eu le temps de finir plein d'affaires là, rendues là. Fait que c'est ça pour ça, ou peut-être qu'il n'aurait pas eu le temps de couper là, le 130 minutes, il aurait coupé 2 minutes, quelque chose de même. Peut-être que ça aurait eu un petit peu plus de sens, là, parce que là, c'est là où ça devient un peu nébuleux. Là. Honnêtement, je me suis comme renseigné là, sur Wikipédia pour être sûr que je comprenne exactement ce qui se passe là, dans les scènes qui suivent, parce que c'est très mélangeant quelque part. Ils tombent sur le vaisseau, ils font quelques découvertes là, macabres, où dans le fond ils vont trouver là, des salles pleines de sang, puis des mains flottantes, puis des affaires de même là, mais c'est toujours un petit peu de plus en plus où on va utiliser beaucoup le suspense, puis ça j'aime ça aussi, c'est pas trop là, carrément là, il embarque à bord, puis tout d'un coup là, c'est le carnage, toujours de même là. C'est toujours un peu subtil, puis c'est plus un peu mental, mais c'est ça, à quelque part, en tout cas, dans tout ce qui va se passer, là, on a le personnage de Justin, que lui, il va finalement là, passer au travers là, d'un corridor là, qui est, selon le poème là, de Dante Alighieri, là, en tout cas, c'est les 9 cercles de l'enfer. Il y a un bout, il y a comme un corridor. Puis en tout cas, c'est très flasheux. Ça a l'air que c'était l'idée là, pour le poster initial. Puis là, c'est le poster qu'on a. Là, il est assez ordinaire. Puis même nous autres qui le disent, le poster du film là, avec les 2 têtes, puis le vaisseau. Là. Ça fait collage là, de films là, de série B. Mais bon, on est pas mal dans un film de série B, honnêtement, là, mais ça nous met peut-être un peu trop au visage quand on va essayer d'avoir justement un série A là, comme calibre de film, mettons. Mais je pense que la version, là, quelque chose à revérifier, là, mais en le disant, là, je pense là, justement la version Scream Factory, je pense que justement là, ils ont fait une création là, de ça là, comme couverture. C'est à vérifier là. Mais c'est ça là, fait que
le personnage de Justin, lui, va trouver le cœur, le noyau là, du vaisseau, là, qui est le Gravity Drive. Que c'est ça qui fait tout en fonction. Là. Dans le fond, il y a comme des anneaux alentours, puis quand ils sont alignés, ben, là, ça fait sa magie là, de pouvoir se transporter un peu partout. Mais c'est ça, dans le fond, il va y avoir comme juste pour finir aussi sur le Gravity Drive, c'est au début, je pense que c'était supposé être une sphère, carrément, uniforme. Qui aurait peut-être rappelé le film Sphère, là, qui est sorti, là, je pense, dans les mêmes années, là, qui était une adaptation là, du livre de Michael Crichton. Mais, en tout cas, moi, j'ai lu ça, en voyant ça, la Sphère, je me suis dit, ça va être comme Sphère, là, qui est sorti dans la même époque, mais on ne parle pas de Sphère du tout, mais moi, c'est ce que j'ai pensé, là. Mais ça, on a décidé d'y aller plus sur une autre influence là, vers le film. Là, parce que le film là, va être un Hellraiser en espace. Puis dans le fond, on a voulu un peu comme rendre hommage un peu, puis faire un peu plus quelque chose là, comme le puzzle box là, dans la franchise là, de Hellraiser. Là. Mais ça a l'air que le créateur là, de Hellraiser, là, ça a l'air qu'il a quand même vu Clive Barker qui a vu un peu les pré-productions là, du film là, dans le fond. Puis, je veux dire, tranquillement, on va s'en aller là, dans un film de Hellraiser, là, plus le film va avancer. Puis probablement que la version extended, là, ça doit être pas mal plus là, dans le même genre d'univers. Là, mais bon, ça, on verra jamais cette version-là. Là, ça a l'air. Hein? Fait que lui, ben c'est sûr, il va avoir comme un mur qui va être créé, là, puis comme fait penser un peu à Prince of Darkness, me semble, là, dans le film là, de John Carpenter, là, me semble qu'il y a genre un genre de miroir, là, il faudrait que je revisite ce film-là là, bientôt, là, mais qui est comme un portail. Puis dans le fond, Justin, lui, il va en touchant là, ce genre de mur, ce portail-là, ben il va être aspiré à l'intérieur. Puis dans le fond, il va comme passer dans ce trou noir-là. Puis lui, je sais pas, il va comme. C'est pas très clair qu'est-ce qui va se passer. Parce que lui, en passant au travers, ben c'est comme tout le vaisseau passe au travers, eux autres passent au travers. Puis c'est. Je comprends pas. Il y a comme un onde de choc. Puis que tout le monde est comme. Je sais pas si. C'est-tu le vaisseau qui devient comme activé à ce moment-là, ou ce qui hante le vaisseau? C'est pas très clair. C'est peut-être que dans le 10 minutes là, qui aurait pu être ajouté au film, là, peut-être qu'on aurait plus compris exactement qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Parce que là, c'est juste quelqu'un qui passe au travers, mais que là, tout d'un coup, ça l'envoie une onde de choc. Puis, dans le fond, éventuellement, il va revenir. Puis, il va comme être traumatisé là, de toute son expérience. Puis, c'est pas très clair. On comprend qu'il y a quelque chose là, qui a comme été libéré ou il y a eu un échange. Le vaisseau était-tu hanté avant ou il était juste hanté l'autre bord? C'est des choses qui sont pas vraiment expliquées dans tout le film. Là. Même on va avoir comme l'explication que c'est ça, il est comme allé à l'enfer puis il est revenu, là, puis le vaisseau est hanté maintenant, mais ça l'explique pas vraiment pourquoi que tout d'un coup c'est activé à ce moment-là, puis c'est quoi l'onde de choc. L'onde de choc, c'est ça, en plus, elle va comme faire des dommages sur le Lewis and Clark, fait que dans le fond, il va falloir qu'il soit réfugié un petit peu sur le Event Horizon, puis pourquoi ça, quelque part, c'est tout pas clair, puis ils sont où, puis tout ça un peu, là, c'est comme trop coupé, là, puis honnêtement, j'espère que dans la version qu'ils ont filmée, que c'était beaucoup plus clair. Je vois là, dans qu'est-ce que Lawrence Fishburne, qu'est-ce qu'il dit, là, le personnage de Miller, qu'est-ce qu'il dit à l'équipage qu'eux autres doivent réparer là, la coque là, du Lewis and Clark, puis des affaires de même. Là, on va avoir le personnage là, de Cooper puis de Smith là, qui vont devoir réparer là, le vaisseau, puis ils ont 20 heures parce que il y a du dioxyde de carbone là, qui est en train là, qui est partout sur le vaisseau, fait que ils vont manquer d'oxygène bientôt. Je comprends toutes ces idées-là, là, je veux dire, c'est une bombe à retardement en bout de ligne, là, qu'on a 20 heures pour sortir de là. C'est correct, c'est des affaires là, qu'on trouve tout le temps des affaires dans les films. Là, c'est correct pour ça, mais je comprends juste pas exactement son où puis pourquoi que le vaisseau a lâché. Je comprends l'onde de choc, mais je comprends pas pourquoi que cette onde de choc-là elle a été libérée, puis pourquoi qu'elle fait les dommages qu'elle fait, tout ça. En bout
de ligne, je comprends que l'idée qu'ils veulent faire, c'est juste que le monde doive, pour une raison quelconque, qu'ils doivent rester sur le Event Horizon pour avoir là, des hallucinations, puis que tout l'équipage là, va se faire tuer un par un. Ben, dans le fond, c'est tous ceux-là qui étaient témoins. Là, c'est les premiers astronautes là, qui sont allés sur le Event Horizon. C'est eux autres là, qui vont voir les hallucinations, là, mis à part là, le Dr. Weir. Là. En tout cas, ceux-là qui vont être là, mais qui vont comme être... ben non, je pense que le personnage de Cooper et de Smith, eux autres ne verront pas parce que les autres restent sur le Lois and Clark puis tous ceux-là qui vont arriver à bord. Mais c'est ça, tu sais. C'est-tu comme d'un côté là, un empoisonnement, là, juste, tu sais, c'est tout dans le tête, tout ce qui se passe, là. Ça, c'est une théorie que j'essaie de peut-être penser un peu sur le film aussi, tu sais, dans le fond, qu'il n'y a rien qui se passe, c'est tout dans le tête en bout de ligne, qu'il n'y a rien de... il n'y a rien, il n'y a pas de feu, il n'y a rien, là, des affaires de même, là. Le film, c'est ça, on dirait qu'il y a un petit peu de misère à le démontrer. T'sais, on nous le dit, il y a un bout où ce que Miller, lui, il va voir... il y a quelqu'un qui a essayé de sauver, mais que finalement, il a dû le laisser mourir avec un autre vaisseau, là, puis dans le fond, il y a ça comme remords un peu, là, qui s'est dit qu'il ne va jamais laisser un équipage en arrière, laisser tomber un membre d'équipage plus tard, là. Mais c'est ça, il doit se dire que c'est juste une illusion, mais ça reste que les gens vont s'arracher les yeux, puis les affaires de même vont faire des affaires de même. Si c'est-tu une illusion en bout de ligne, c'est tout un peu des affaires de même que on fraude un peu. Est-ce que ça l'est, ça l'est pas, c'est de la possession, c'est pas, l'est pas. Il y a un petit peu là, de choses qui sont pas très claires, puis je vais le dire maintenant là. Le 10 minutes, je le prendrais en tant que tel. Le film, là, il est vraiment tronqué. Là, il manque quelque chose là, dans ce film-là. Puis, tu sais, si mettons, il faudrait avoir le 35 minutes pour tout comprendre, ben, ça serait le fun de voir là, ce fameux 35 minutes-là. Ou sinon, ben, tu sais, je sais pas, de juste d'avoir trouvé une manière là, de mieux expliquer ça. Là, mais c'est juste le problème là, d'une production trouble. Puis je trouve que c'est beaucoup apparent dans ces scènes-là. Puis que tout d'un coup, ben, même s'il reste peut-être 1 heure au film, ben, tout va avancer quand même assez vite. Là, je m'attends à ce que tout le monde va peut-être mourir un à un, là, comme un peu comme dans un Alien ou n'importe quoi. Là. Parlant encore d'Alien, une créature, ben, au début, initialement, c'était une créature. Là, c'était, le vaisseau était... il y avait d'autres... je ne veux pas dire des aliens, là, mais vous comprenez, là, c'était un autre genre de créature à bord puis qui les éliminait un à un, mais qu'on a switché ça un petit peu. Là. Je ne sais pas si c'est Anderson qui a décidé ça. Là. Mais juste de faire ça plus un vaisseau hanté, c'est le vaisseau lui-même. Là. En tout cas, je trouve ça intéressant comme idée, là, puis juste que ça soit pas une créature à la Alien là, qu'il faut tuer un à un là, notre équipage. Fait qu'ils vont réussir à mettre en marche là, le Event Horizon. Puis là, c'est ça, ils font comme le constater là, tous les dégâts. Puis en tout cas, il y a même une vidéo là, où on voit l'ancien équipage, que les autres, c'est en bout de ligne. Mais il y avait eu un message de détresse au début, là, où le personnage de DJ arrivait, là, puis il disait, là, qu'il croit entendre là, du latin, là, de dire de nous sauver, là, puis il va y avoir une vidéo qu'ils vont trouver, puis ils vont comme un peu le réanalyser, là, éventuellement, là, puis je pense que DJ va le réécouter plus tard, là, pour dire que finalement, il a mal compris son latin, là. Peut-être dire qu'il a perdu son latin, là, rendu là. Puis qu'il avait mal entendu, puis que finalement, ben, c'est sauvez-vous, là, plutôt, là, que ça voulait dire. Là. Mais en tout cas, on va parler de ça un petit peu plus tard. Mais c'est ça, tous les personnages commencent à halluciner, là, comme le personnage de Peters qui hallucine son fils avec des larves sur son pied. Ça a l'air que cette scène-là était vraiment plus longue là, dans la version allongée. Puis, ça l'a dégoûté beaucoup là, de l'auditoire. Pendant toutes ces scènes-là aussi, dans la vidéo qu'ils vont trouver aussi là, de tout l'équipage, il y a comme un genre d'orgie. Je sais pas comment dire ça, là, mais je veux dire, puis il y a beaucoup de séquences là, qui apparaissent, là, comme genre des photos. C'était beaucoup de choses qui ont arrêté beaucoup là, tous les acteurs aussi, là, filmer là, ces scènes-là de
je sais pas, je peux dire masochiste, là, mais je veux dire, c'est tout satanique là, comme vision, là, où ils sont tous découpés, ils ont plein de sang sur eux autres. C'est pas très confortable pour les acteurs, ils sont filmés de tous les sens. Je veux dire, des fois, ils sont pas bien habillés. Ils sont vraiment pas confortables. Puis, en tout cas, on voit toutes ces scènes-là, puis ça a l'air que, je veux dire, toute cette scène-là est très élaborée, puis on voit vraiment plus de séquences de même là, dans la version là, de 35 minutes. Là, mais comme j'ai dit tantôt, je pense pas qu'il y a 30 minutes de ça, puis il y a 5 minutes d'histoire. Je suis certain que c'est peut-être 2 minutes, là, tout un montage fait, là, mais il manque de l'histoire là-dedans. Peter hallucine son fils, comme j'ai dit. Il y a Miller là, qui voit le membre de l'équipage là, qui est mort, là, Eddie Corrill, quelque chose de même, là, Corlick, en tout cas, finalement, qui va comme le voir un peu tout le long. Ils sont comme hantés là, par ces personnages-là. Puis, c'est ça, dans le fond, il va y avoir comme... une autre surcharge là, en tout cas exactement qu'est-ce qui se passe là, là-dedans où ce que le personnage de Justin qui est revenu aussi, lui il va vouloir comme s'enlever la vie, il va s'embarquer là, dans une salle de décompression, éventuellement le personnage de Miller va le sauver là, à la Iron Man un peu là, où je parlais de Andy Weir là, auteur là, c'est lui qui a écrit le livre là, sur Mars, là, mais je pense que c'est la seule affaire qui n'était pas prise dans son livre. Là, mais la fin de ce film-là, justement, là, je pense qu'il utilise là, de la compression. Mais en tout cas, ça vient un peu plus tard, là, mais en tout cas, peut-être que je mélange deux idées ensemble, là, mais il y a toujours un petit peu des petites passes de même là, qu'on voit là, de juste flotter dans l'espace. Mais ça me dit pareil que le monde, contrairement à Alien, quand ils sont dans l'espace et sont dans une situation où ils peuvent mourir, ben ils vont pas nécessairement mourir parce que le personnage de Justin va pas mourir, mais il va être très mal en point. Là. Finalement, on va l'embarquer là, dans une salle là, de suspension. Là, pas une salle, mais un tube, là, en tout cas, un BAFTA tank, ou je sais pas trop comment on peut appeler ça, là, mais c'est comme dans Alien aussi, là, en tout cas, on garde un peu là, des idées. Là. Mais c'est ça, il y a comme une surcharge aussi, là, que monsieur, le docteur Weir, là, il va devoir aller là, dans les corridors de toute... dans Star Trek, on appelle ça là, les Jeffrey's Tube, là, où ce qui se promène, là, où ce qui aller voir là, des programmations, des affaires de même. Là. En tout cas, c'est comme un tunnel de matrice, là, mais je pense que la matrice allait sortir 2 ans plus tard quand même. Là, mais je veux dire, c'est juste du verre tout le long. Si on regarde un peu la production là, de ces corridors-là, sont pas très très réussis tant qu'à moi. Là, c'est clairement là, juste des petits panneaux verts. Il n'y a absolument rien d'autre. Là. Même si c'est pas des feuilles de papier là, qui sont collées là sur des vitres, là, dans le fond, puis c'est tout éliminé. Le look ça jure un petit peu, honnêtement. Là, avec tout qu'est-ce que j'ai vu pendant tout le film, là, j'aimais beaucoup tous les gros plateaux, les affaires de même. Mais ces corridors-là, j'ai de la misère à acheter là, que c'est juste comme le cerveau mère, les affaires de même, là, que les cartes mères là, qui sont toutes là, j'ai un petit peu de la misère à acheter l'idée, là, honnêtement. Là, ça paraît que c'est juste la photocopie, tout simplement. Là. C'est pas très très beau à voir, là, mais bon. C'est là où peut-être que M. Weir, lui, se fait posséder totalement, là, rendu là. En tout cas, je veux dire qu'il a encore des visions là, de sa femme, là, mais qu'en bout de ligne, là, ça va peut-être aller un peu plus loin, mais plus tard, ben c'est ça, il va sortir de là, puis il va commencer... Tout le monde va dire qu'ils ont vu des visions, mais lui, il va tout nier ça. Il va dire, non, j'ai rien vu, tout ça, puis... il va arriver même le personnage de Cooper qui va dire qu'il a vu Justin qui avait revolé des affaires de même, là, puis il va dire non, t'hallucines, je veux dire, il n'y a absolument rien de mal ici. C'est pour ça que ça fait poser des questions. Weir, y es-tu déjà possédé du début ou quelque chose de même, là? C'est toutes des affaires de même là, qui je trouve qui sont que Weir, il va être possédé, il va être comme le mal incarné à la toute fin du film, mais
il était-tu déjà? Quelque part, c'était juste comme fermé en lui. Là. Je sais que Sam Neill aussi, là, il a déjà joué là, dans un autre film que j'ai vu de lui. Là, je sais pas si je vais le couvrir éventuellement au podcast, là, mais dans le Omen 3, là, puis il faisait le mal incarné là, en bout de ligne. Là. Peut-être que c'est ça. Je dis c'est encore dormant dans lui. Là. Je sais pas. Là, mais c'est pas clair. Puis je trouve que c'est ça. C'est quasiment juste ce personnage-là fait que j'ai de la misère à suivre le film pour sa logique. Et j'ai juré que c'était le dernier homme que je perdrais. Je vous connais depuis longtemps. Vous ne m'en aviez jamais parlé. Justement, DJ, je n'en ai jamais parlé à personne. Mais le vaisseau connaît tout sur mon passé. Il s'insinue dans ma tête et me les fait revivre. Je ne sais pas si je dois vous le dire, mais j'ai réécouté le signal de détresse. Je crois que j'ai fait une erreur quand je l'ai traduit. Je vous écoute. Je croyais que c'était Liberate me. Sauvez-moi. Mais ce n'est pas me. C'est Liberate tout aimer. Sauvez-vous. Mais attendez la suite. Je crois que c'est ex inferis. Ce qui donne sauvez-vous de l'enfer. Alors, on va se préparer à faire sauter complètement là, le Event Horizon. On va se dire, bon, ben, tu sais, il est donné, là, puis en bout de ligne, ben, on va aller sur suite là, à Justin, là, qui est mal en point. Il y a un mauvais aura alentour de ça. Puis, tu sais, le Lois and Clark, on va s'arranger avec ça. Fait que, on va se préparer à faire sauter l'Event Horizon. Quand on va se partir de là, on va faire sauter ça. Puis, tu sais, il n'y en aura plus de problème. C'est sûr que Weir, lui, aime pas ça. Je veux dire, c'est le travail de sa vie, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est ça en bout de ligne. Tu sais, si on peut dire qu'il y a comme le regret d'avoir perdu sa femme à cause de ça, mais en bout de ligne, ben, il préfère le vaisseau, tout son travail d'une vie. Là, tu sais, fait que en bout de ligne, ben, il aime pas ça. Fait que il va empêcher ça d'arriver. Fait que en bout de ligne, ben, c'est ça. On a il y a même Peters qu'elle va se faire tuer là, elle va halluciner là, son garçon, puis dans le fond son garçon va l'amener là, en haut là, de la, je sais pas, le cœur gravitationnel là, en tout cas, je sais pas comment on peut l'appeler là, mais qu'évidemment ben, elle va tomber à sa mort. Je me dis, le film il voulait que ça soit full gore, des affaires de même. Mais en bout de ligne, ben, ce qu'on va rester, là, c'est que, c'est sûr qu'on a demandé, là, la Paramount a demandé de faire un film moins gore, mais il restera pas grand-chose. Mais, c'est peut-être aussi, je regarde ça là, dans un standard là, de 2024, que j'ai vu beaucoup plus de films là, qui sont beaucoup plus écœurants, puis on a coupé là, beaucoup de séquences. Mais je trouve ça plate rendu là aujourd'hui, puis que on n'a pas pensé quand même là, de juste bien conserver là, la version extended. Mais en bout de ligne, elle fait juste, pour tout, là, en bout de ligne, qu'elle fait juste tomber. Puis que oui, elle va avoir comme la fameuse jambe inversée, des affaires de même, là, qui n'a pas l'air confortable, là, mais ça finit juste de même. Il n'y a pas. Le traitement va être laissé, je pense, plus au personnage de DJ, éventuellement, là, que lui va se faire tuer, va se faire crucifier. Puis même là, c'est très bref, où ce qu'on voulait quand même éventuellement qu'il soit encore vivant. Puis peut-être rajouter un petit côté émotionnel. Peut-être clin d'œil à Alien, justement, de 79, où ce que la scène supprimée là, du Captain Dallas, que lui aussi, là, il doit... que finalement il avait survécu là, puis c'est lui qui allait féconder un autre alien là, ou pas un facehugger là, mais où il allait se transformer en facehugger. En tout cas, je me rappelle plus la scène exactement là, mais en tout cas une scène supprimée là. En tout cas dans le même principe là, fait que mais lui devait on devait bien mieux montrer qu'il était que tous ses organes avaient tous été sortis là, puis qu'il était encore vivant à partir de ça là, c'était vraiment comme beaucoup écœurant, mais c'est ça a tout été coupé là, dans le montage qu'on a. Mais puis c'est ça, on a Weir que lui, Miller, lui, puis le restant de l'équipage avait essayé là, de poser des bombes pour détruire l'Event Horizon, mais Weir, lui, il va avoir pris une des bombes puis l'avoir mis à bord du Lois and Clark, puis
Finalement, ben, c'est le Lois and Clark qui va se faire sauter. Fait que lui, Smith, qui était à bord du vaisseau, ben, lui, il va mourir. Tandis que le personnage de Cooper, ben, c'est un petit peu un moment. C'est bizarre comme film. Tu sais, je veux dire, il y a un petit peu de petite touche subtile d'humour, mais dans son cas à lui, tu sais, le fait qu'il est comme. Ben, c'est pas un astéroïde, là, mais on s'entend c'est un bout du vaisseau, puis que tout d'un coup, il va trouver une manière là, de s'envoler un peu comme je parlais tantôt, là, la fin du film là, de Seul sur Mars, là, il va juste repousser là, par de l'air. Là, en tout cas, il va laisser une bonbonne d'air là, puis pour la repousser là, vers le vaisseau, là, vers l'Event Horizon, mais pourquoi que il va lâcher un commentaire là, que oui, je me rends bien, tu sais, comme en héros. C'est drôle un peu, mais je comprends que, tu sais, en modeling, il doit être bien content là, d'avoir que son plan a marché là, pour pouvoir avoir se sauver de ça. C'est sûr que ça aurait été comme cheap, un peu comme mort. Là. Déjà, celle-là de Smith, qu'on voit comme tout le long du film, que je veux dire, il va mourir d'une bombe, puis qu'il va comme regarder la bombe, juste dans le fond, exploser là, à son visage. Comme, c'est comme il est défait, je veux dire, il fait juste comme dire, bon, ben c'est beau, c'est fini, ça sert à rien que je cours, là, je veux dire, il reste 3 secondes, ça va me sauter dans la face, là. Il aurait pu essayer un peu, chose de même, en tout cas, peu importe, je pense que c'est la meilleure réaction qu'il y a eu, là, côté, peut-être pas logique, mais côté film, là, mettons, là. Mais c'est ça. Là, on regarde peut-être trop de personnages. Honnêtement, je m'attends peut-être un peu plus là, on aurait dû peut-être avoir plus là, de personnage de Cooper. Ok, c'est beau, il meurt pas, mais quelque part d'avoir un autre qui arrive, puis que là, tu sais, il va souvent être en dehors de l'Event Horizon pendant qu'on a comme la confrontation entre Miller, Stark et Weir, que là, lui, il va être à l'extérieur du vaisseau, mais tu sais, il aurait dû peut-être avoir autre chose, juste pour, tu sais, peut-être que Stark, on aurait dû juste avoir vraiment un autre genre de, peut-être pas une crucifixion, ou en tout cas, tu sais, elle va se faire assommer, je sais pas exactement, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec elle, peut-être qu'elle aurait dû être possédée sans qu'on le sache, à quelque part, tu sais. Peut-être qu'on est supposé avoir ça dans notre fond de tête. On dit pourquoi elle est assommée à terre, puis on n'a pas vu qu'est-ce qui s'est passé avec elle. En tout cas, ça aurait été une tournure acceptable, je pense, à quelque part. Là, parce que, tu sais, je veux dire, il n'y a aucune raison pourquoi qu'elle doit être vivante, qu'elle doit juste être assommée quand Weir a tué directement là, sans arrière-pensée, puis a martyrisé carrément là, DJ. Là, je veux dire, tu sais, on est supposé penser que lui a été opéré au cœur avant. Là, c'est pour ça qu'il y a une cicatrice. Là, on ne l'explique pas, mais en tout cas, c'est juste dans tout ce que j'ai lu sur le film, là, puis en bout de ligne, ben, c'est ça, il a comme tout éventré, puis ils l'ont tout carrément vidé, là, en tout cas, très atroce, puis c'est juste dommage que ça n'a pas été élaboré, ben, ça a tout été coupé, là, malheureusement. Mais c'est ça, fait que en bout de ligne, ben, on va réussir à faire éjecter Weir dans l'espace, mais il va trouver une manière de revenir sur le vaisseau pareil. Mais c'est-tu une hallucination à la toute fin du film? T'sais, c'est ça que je pense qu'on peut se dire. C'est peut-être pas Weir nécessairement. Là, je veux dire, c'est... tout peut être dans la tête de Miller rendu là, où il hallucine toute la fin. Là. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète ça. Mais en même temps, c'est pas clair parce que Weir, lui, c'est ça, au début, il était-tu possédé ou pas? Je reviens tout le temps à ça. Il y avait quelque chose en lui que finalement, c'est juste déjà le mal qui était renvoyé sur Terre à quelque part pour finalement amener un équipage sur le Event Horizon. Il y a un petit moment humoristique un peu qui passe là, dans un commentaire là, de Sam Neill, là, quelque part, où que Fishburne arrive et il dit ben là, l'Event Horizon a tué tout l'équipage. Puis Sam Neill il répond ben ouais, mais là maintenant j'ai un nouvel équipage. Mais c'est subtil, puis j'aime ça un petit peu. C'est juste, ça fait sourire, mais tu sais, c'est pas
un gros rire. Là. Mais, j'aime mieux ça comme genre d'humour que avoir Cooper qui est là en train de crier des wouhou un peu partout là, dans l'espace. Mais en même temps, je comprends le personnage qui doit être content là, de réussir à se sauver de ça quand, dans le fond, sa mort était certaine. Mais en même temps, il aurait peut-être pu arriver puis juste ça aurait été atroce que justement qu'ils partent là, dans le néant. Là, je veux dire, c'est juste le côté atroce de ça. Mais les films comme qui sont faits, il aurait été dans le néant, mais en bout de ligne, il serait revenu quand même d'une manière. Là, mais je pense que ça aurait été vraiment peut-être plus cool, là, justement, qu'ils partent là, dans le néant. Puis juste ce côté atroce-là qui est perdu à jamais là, dans l'espace, là, c'est une... En tout cas, pour moi, c'est comme une peur là, d'être pogné là-dessus. Là, on écoutera le film avec Sandra Bullock une bonne fois. Là, je me rappelle comment il s'appelle, là, le film où il est en orbite alentour de la Terre, là, puis elle tourne un peu partout. Là, puis en tout cas, peut-être qu'un film, je couvrirais ça, juste comme l'idée là, d'être perdu dans l'espace, là, puis de pouvoir sortir de ça. Là. Mais en tout cas, là, je m'en vais sur un autre track. Fait que c'est ça. On a. Weir, c'est ça, il réussit à être éjecté. Ils vont aller. Ils vont se dire, bon, ben, on va faire sauter là, une partie là, de l'Event Horizon pour partir juste avec la tête. Je sais pas pourquoi que tout le vaisseau serait pas tout hanté, rendu là. Peut-être juste avec le trou qu'ils ont fait. Là, il y a une partie qui est plus bon. Là. En tout cas, je sais pas pourquoi nécessairement qu'ils doivent faire sauter là, une partie du vaisseau, mais puis j'ai gardé juste la tête, mais ils vont partir de là. Puis éventuellement, c'est ça. Miller, lui, va être confronté directement là, à Weir, qui va prendre la première forme là, de l'équipage. Là, la personne là, qui est morte là, dans une mission précédente. Je vais juste me répéter là, ou me réitérer là, sur le début du film. Là, c'est ça, on devait avoir comme un peu quelque chose comme cette histoire-là au début du film je pense que c'était dans un script initial, on ne l'a pas filmé, là, mais quand on a réécrit le film, là, on l'a rapporté un peu là, pour l'idée de justement que c'est ça qui est un peu là, dans l'histoire là, de fond du personnage de Miller. Mais c'est sûr, on devait avoir quelque chose de similaire à ça au début, que justement, ils doivent perdre un membre de l'équipage en train de sauver un autre vaisseau, mais c'est ça que, à la fin, on a comme un peu le miroir de ça à la toute fin, mais c'est ça, à quelque part, on l'a pas filmé, mais on l'a réécrit là, dans le script là, d'une autre manière. Là. Fait que c'est bien correct, là, mais c'est ça, le personnage là, de Miller, lui, c'est ça, il est confronté comme à ses peurs rendu là. Il va avoir comme une bombe qui est comme restée là. Je sais pas exactement pourquoi elle s'est ramassée là, mais en bout de ligne, Miller a juste à comme prendre le détonateur puis il va faire sauter là, le Event Horizon. Fait que il reste juste, dans le fond, le personnage de Cooper que lui, finalement, a réussi à repartir à bord de l'Event Horizon pour pouvoir être en suspension là, jusqu'à leur retour sur Terre ou qu'ils soient secourus. Puis le personnage de Stark, puis il y avait déjà le personnage de Justin là, qui était déjà là, en suspension. Mais c'est ça, il l'avait suspendu sur le Event Horizon. En tout cas, c'est comme un hasard de même qu'il l'avait replacé dans ce vaisseau-là. Là, mais en tout cas, et non sur le Lewis and Clark. Là, mais bon, fait qu'il va être 3 survivants. 3 sur 8, tu sais, bon, tu fais un film d'horreur, normalement, tu essaies de faire 1 survivant. 2 peut-être. Là. Mais tu sais, j'en ai parlé quand j'ai parlé là, des Vendredi 13, des Freddy, des affaires de même, dans les 80. Là, au début, il y en avait 1 survivant, puis là, tout d'un coup, on commençait à avoir 2, 3. On commençait à avoir plus de survivants, mais moi, je reste avec l'idée que, puis on avait eu Scream l'année précédente, dans le fond, là, mais la production était déjà engagée là, sur ce film-là, mais c'est juste que, on commençait à penser à avoir beaucoup trop de survivants, tant qu'à moi, pour un film d'horreur. Là. Je veux dire, ça doit rester à 1 ou à 0 là, pour être efficace, là, enfin, je trouve, à la toute fin. Là. Bon, OK, film d'horreur préféré, si j'ai à me tenir entre Halloween et Vendredi 13-4, ils finissent à 2 ou à 3 personnages.
je veux dire, ça tient pas mon argument, là, mais bon, en tout cas, je trouve que des fois, il y a trop de personnages qui survivent à la fin. Mais ça reste intéressant que Justin, je veux dire, il est tout magané à la toute fin, là, que tu sais, dans le fond, il est vivant, mais je veux dire, il est pas en bon état, là. Puis peut-être qu'il aurait dû avoir quelque chose au pire à Cooper ou le personnage de Stark, là, du coup. Fait que, mais, tu sais, sont comme pas bien importants, je trouve. Tu sais, je veux dire, c'est le personnage de Miller là, qui était le plus important là-dedans. Là. Puis, c'est sûr que si tout le monde aurait été mort, puis notre personnage principal là, de Fishburne s'enlève la vie en faisant sauter le vaisseau, ben, ça n'aurait pas été mieux. Là. On s'entend, là, on aurait. Ben, ça aurait pu être ça aussi, justement, que c'est le seul survivant, mais quelque part, au moins, qu'il décide là, que ça. Que le vaisseau hanté, là, il touche personne, puis tout finit de même. Là. Ça aurait pu être ça. Là, dans le fond, le personnage... mais juste avant d'arriver, ben, on est là à la fin. Ça a l'air qu'il y avait, dans le fond, deux fins alternatives. Là. On avait... soit le personnage, là, dans le fond, le personnage d'Andy Weir ne revenait pas à la toute fin, c'était juste la version en feu là, de Eddie Koralick. On avait cette version-là, puis on avait aussi la version où ce que Miller, pas Miller, mais Weir, il n'y avait pas de, c'est ça, il y avait pas de Weir, puis dans le fond, quand le personnage de Stark se réveille, dans le fond, quand on a l'équipe là, qui vient les secourir, là, on a Stark qui se réveille, puis que finalement, ben, elle voit le personnage de Weir, là, qui est un des secouristes, puis finalement, ben, on n'avait pas ça, mais qu'elle entend quand même là, tout le cri là, de l'équipage là, du Event Horizon, parce qu'ils sont sur la tête là, de l'Event Horizon. Là. Mais bon, je pense qu'ils ont choisi la meilleure fin, là, rendu là. C'est comme un peu, ils ont repris, dans le fond, les mêmes plans, puis tout ça, puis ils ont juste... c'est la même fin, juste recoupée différemment, là, on s'entend, là. Mais c'est ça, fait qu'ils sont secourus, là, je pense que c'est 72 jours plus tard par une équipe de vaisseaux secouriste. Puis c'est ça, c'est supposé de laisser le personnage de Stark, peut-être qu'elle est tentée à son tour. C'est pas très clair, quelque part. Je veux dire, oui, ben, ils sont sur la tête du Event Horizon, fait que, tu sais, peut-être que l'âme est encore là. C'est pas très clair, ou juste l'arme était juste dans le Gravity Drive. C'est des choses là, qui auraient pu être élaborées là, dans la version qui est probablement là, dans la version 130 minutes, mais aujourd'hui, ben, c'est ça. On juge le film là, sur ses 135 minutes, ou c'est 95 minutes. Alors, en conclusion, c'est un film qui est incomplet. Je veux dire, à mi-chemin, là, on perd un peu la notion, un peu. C'est tout un peu un charabia. Il y a le personnage qui meurt après un bout, là. Même à ma deuxième écoute, j'étais là comme Smith, il est-tu mort? Il est pas mort? Puis finalement, ben, oui, c'est beau, il est en train de travailler sur le Lois and Clark, tout ça. Il y a des affaires dans même là, un peu là, au milieu du film là, même si tu es attentif à tout ce qu'ils disent là, c'est pas très clair. Fait que c'est ça qui est un petit peu dur un peu sur le film, mais c'est quand même un film qui est le fun à écouter pareil pour qu'est-ce que c'est parce que je pense qu'il est pas long. Le côté j'ai pas de longueur que je trouve que juste par contre aussitôt qu'il embraye là, à une demi-heure, ben, je dis embraye, je dis pas ça méchamment parce que je veux dire, j'embarque dans toute l'histoire, tout ça. Là, la première demi-heure, on nous embarque. Puis, une fois qu'il arrive sur les Event Horizon, je trouve que ça passe trop vite. Puis, il me semble qu'il y a quelque chose qui manque. Il manque un peu là, de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Puis, il y a, oui, le visuel, ça serait le fun d'en avoir un petit peu plus, mais aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, tout l'effet psychologique de qu'est-ce qui se passe avec les personnages, mais je comprends que s'il y aurait trop aussi, pourquoi, si tu regardes la version longue, mais tu pourrais te dire pourquoi ils font pas sauter les Event Horizon pas mal plus tôt, puis ils s'arrangent pas pour rester là, dans des combinaisons là, sur le Lois and Clark jusqu'à la fin, là. Peut-être qu'ils ne voulaient pas rester dans les combinaisons trop longtemps aussi, parce que ça a l'air qu'ils étaient vraiment lourdes, là, les combinaisons là, qui n'aidaient pas justement là, au moral là, des acteurs. Là, mais
C'est ça, tu sais, je veux dire, c'est que je trouve que vraiment le deuxième acte là, est un problème là, pour le film. Là. C'est comme. Puis d'après moi, là, c'est ça que le film a été vraiment coupé. Puis peut-être qu'il y a juste un 10 minutes de plus, là, juste pour placer un peu juste certains éléments. Là. Tu sais, en 10 minutes, là, il se passe beaucoup dans un film. Là. Tu sais, c'est vraiment crucial des fois. Là. Je veux dire, des fois, 1 minute de film là, peut rajouter juste, des fois, on rajoute 2 secondes, une ligne. Tu sais, c'est vraiment pas beaucoup, puis le film devient beaucoup plus compréhensif. On n'a pas besoin d'une demi-heure de plus. Ce film-là, j'aurais pris au moins 10 minutes de plus, honnêtement, puis je trouve qu'on aurait eu vraiment un film là, que j'aurais pu vraiment endosser pleinement. Là, ben, tu sais, je l'ai réécouté au courant des années, puis il n'y a jamais une fois que que j'ai trouvé ça plate à écouter comme film, mais à chaque fois, je suis toujours là un petit peu sur ma faim. Je me dis, tu sais, il manque un petit quelque chose. Tu sais, peut-être la confrontation, même à la fin, il fallait peut-être un peu plus. Tu sais, il y a des petites affaires de même que je ne pense pas qui ont été coupées, honnêtement. Là, confrontation entre Weir et Miller, là, je pense pas qu'il y a plus que ça, là, peut-être là, des répliques, des affaires de même, là, mais pas de séquence vraiment de plus. Fait que, tu sais, je vais me tenir sur un jaune. Honnêtement, je n'étais pas sûr de comment qu'on allait aller sur le film là, avant de réécouter le film, là, parce que ça fait quand même une bonne couple d'années, là, mais je vais y aller sur un jaune. Je veux dire, ça fait pas mal, mais je veux dire, c'est pas, tu te sens pas complètement là, satisfait en écoutant le film. Fait que tu sais, je trouve ça que c'est un film qui est le fun à revisiter une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est ça. Je veux dire, s'il y a d'autres choses qui passent, ben tu sais, moi je vais réécouter probablement d'autres choses, là, mais je vais revenir éventuellement à ce film-là. Ce film-là, par contre, a été une grosse inspiration là, pour les jeux vidéo là, Dead in Space, que j'ai pas joué, mais j'ai joué à Doom 3, qui était beaucoup inspiré là, de ce film-là. En parlant de Doom, on a utilisé des effets visuels là, pour des portes qui ouvrent, des affaires de même. Là, ça vient carrément là, du jeu de Doom, là, de Doom 1, Doom 2. Là, en tout cas, il faudrait que je réécoute le film là, juste pour l'en marquer, là, mais je l'ai lu. Là, j'ai pas noté ça là, en écoutant le film. On a le film, pas le film, on a pensé là, vers la suite, là, petit pied. Ça a l'air que c'est en pré-production, ou en tout cas, on est en train de travailler là-dessus. Là. Ça, c'est-tu vrai? Là, on parle de 2019, genre. On a le réalisateur là, Adam Wingard que j'ai déjà parlé puis qu'éventuellement je vais parler là, qui en ce moment là, pendant que je sors le podcast là, ben, il a réalisé le film là, de Kong versus Godzilla ou Kong X Godzilla là, ou l'inverse, je pense que c'est Godzilla X Kong là, en tout cas, ça a l'air que ce réalisateur là lui il travaille sur une série télé de cet univers-là. Je ne sais pas s'il y a vraiment autre chose à dire là, sur le Event Horizon, parce qu'en bout de ligne, il y aurait juste une tête ou quelque chose de même. Ou qu'est-ce qui s'est passé avec le premier équipage, d'affaires de même. Là, tu sais. Je sais pas. Ça vaut la peine de tout élaborer ça. Y a-t-il vraiment quelque chose? Tu sais, une histoire prequel, je sais pas. Tu sais, c'est tout le temps un peu l'idée là, d'amener quelque chose qui a pas marché à l'époque. Tu sais, il faut se dire que, tu sais, j'ai parlé de Blade Runner, que dans le fond, c'était un échec. Puis quand le film de Denis Villeneuve est arrivé, ça a été aussi là, une déception côté monétaire. Tu sais, tu peux pas arriver puis juste. Ça a été. L'idée globale des gens était un échec. Fait que, tu sais, commencer à dire que, ben là, tout d'un coup, on va le refaire puis on va en faire un succès, ben, c'est quelque chose qui est à peu près, je pense, impossible là, à faire rendu là. Tu sais, est-ce qu'il va vraiment avoir du monde? Tu sais, là, ça a touché le côté culte, mais est-ce que ça peut être plus que ça? Tu sais, ça reste que le côté culte, ça fait que, oui, il y a des fans spécifiques qui vont sortir leur voix sur Internet, des affaires de même que ça va apporter que le film va avoir peut-être des meilleures réceptions, mais est-ce que les gens vont vouloir aller vraiment plus au cinéma pour voir un film que, dans le fond, qui était un échec au départ? Fait que c'est un peu tout ça, un peu que j'ai mes doutes. Mais là, c'est sûr qu'on parle pas là, de cinéma, mais d'avoir une série télé, je pense pas qu'honnêtement, il y a assez. Je pense pas qu'il y a vraiment une grosse demande. Mais je pourrais me tromper à quelque part. J'aimerais, voir la version uncut, là, qu'elle sorte juste là, sur une édition spéciale ou qu'on sorte la version
basse qualité. Puis même avec toute la technologie qu'on a, on est sûrement capable de rehausser quand même là, les visuels là, avec un peu de travail. C'est sûr que ça coûterait beaucoup quand même d'argent là, à tout retravailler ça quand même, mais je suis certain que on est capable d'avoir quand même un produit là, quand même au pire là, au niveau DVD là, rendu là. Mais bon, fait que c'est quelque chose là, que peut-être qu'on verra ou qu'on verra pas. Là, si mettons là, cette fameuse copie VHS là, que le producteur a et qu'il n'a pas écouté lui-même, là, qu'il a genre sur sa. Quelque part, mais il n'y a pas de lecteur VHS. Là, fait que bon. Pas d'argent pour s'en acheter un, là, je ne sais pas trop quoi, là, pour regarder cette copie-là. Puis je pense que l'intérêt n'est pas là aussi là, par ce monde-là, là, mais éventuellement, ben, ils vont peut-être retourner en arrière, ils vont peut-être repenser, puis les affaires de même, ils vont peut-être dire, on pourrait peut-être faire une nouvelle adaptation, quelque chose de même, là, mais en même temps, je pense pas que pour Paramount, c'est quelque chose là, qui est vital, puis quelque chose qu'ils vont courir après, ils vont peut-être plus regarder une nouvelle histoire que retourner en arrière là, pour ce film-là, qui va probablement tomber là, oublié, là, puis même la série télé, honnêtement, j'y crois très peu. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben je parlais pas de singe cette semaine, je parlais pas de Kong ou de Godzilla avec Christophe, mais je vais parler de singe avec Christophe. On va parler là, de la montée de la planète des singes, film de 2011 avec James Franco. Puis John Lithgow, puis en tout cas, plusieurs acteurs. En tout cas, le podcast est déjà enregistré, il reste juste à le monter. Là, fait que une belle conversation que j'ai eue avec Christophe. Podcast de 3 heures comme d'habitude, qu'on a élaboré plus sur plusieurs sujets. Donc, c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine où ce qu'on va faire vraiment comme les 3 semaines en ligne, on va faire toute la nouvelle lignée là, de la planète des singes. Ça va être 1 par semaine, ça sera pas il n'y aura pas là, de 2 par semaine comme que j'ai fait avant là, pour la première ère en guillemets là, de la planète des singes. Là, ça va juste être comme 1 par semaine, mais il va y avoir Star Trek qui va commencer au travers de ça aussi. Là, fait que ça va faire quand même du stock par semaine. Fait que je ne vais pas non plus surcharger tout. Là. Fait que c'est le rendez-vous pour la semaine prochaine. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un film culte? Est-ce que vous voulez une suite en série? Est-ce que vous voulez un remake? Est-ce que vraiment vous voulez aussi, comme moi, avoir quand même une version... peut-être pas la version de 2 heures et 10, mais peut-être au moins avoir les 10 fameuses minutes que M. Anderson dit qu'il aurait rajouté là, à partir de là. Mais ce que je pense que ça serait quelque chose là, de quand même assez pas pire. Au moins avoir juste l'essentiel, là, puis peut-être pas juste tout l'extended. Là. Il y a toujours un peu un entre-deux, mais n'hésitez pas à laisser vos commentaires là-dessus. Si maintenant vous êtes nouveau au podcast, ben, je vous invite à aller voir le site internet du podcast, premiervisionnement.com. Trouver tous les liens là, sur plusieurs franchises que j'ai couvertes au courant des années du podcast. Et même plusieurs films uniques, là, comme le film d'aujourd'hui. Là. En tout cas, tous les liens sont là directement là, sur le site internet du podcast et suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Si vous n'avez pas assez de m'entendre, ben, vous pouvez toujours me trouver aussi sur mon autre podcast avec Steven de Cinérum, où on parle là, de la série Smallville. La série là, qui a été diffusée là, de 2001 à 2011. Où est-ce qu'on parle de chaque épisode une à une, où est-ce qu'on est rendu à la 12e, je pense, épisode sur notre Patreon. Fait que je vous invite à nous suivre sur n'importe quel feed. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, je vous dirais Ave Aquae Valley. Salut et adieu. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger les épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix.
Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. You can't handle the truth. En espérant vous voir au prochain épisode. My mom always said life was like a box of chocolates.